La moitié de la dépense publique, c'est la sécurité sociale. Et là-dessus, le déficit principal, c'est les retraites. Aujourd'hui, les retraités ont un niveau de vie supérieur à celui des salariés. La Chine a un véritable avantage technologique grâce à la qualité de sa formation, de sa recherche, dans beaucoup de filières. On n'investit pas assez pour préparer l'avenir. On n'investit pas assez en France sur l'enseignement supérieur, sur la recherche. On est le pays de la débrouille. Quand il y a un accord sur le terrain entre les entrepreneurs, les collectivités, la France des territoires, elle va bien. Les gens, ils se remuent. Donc, qui va payer les intérêts sur les dettes? C'est votre génération. Et ça, c'est un scandale. Les amis, bienvenue sur Les Financiers, le nouveau média du groupe Le Crayon qui vise à décrypter la finance, l'économie et les grandes transformations du monde. Ici, notre objectif est simple, vous donner les clés pour comprendre vraiment ce qui se passe dans le monde en suivant une chose qui obsède toute la planète, l'argent. Chaque semaine sur cette chaîne, vous retrouverez 2 rendez-vous. Une émission d'actualité avec plusieurs chroniqueurs que nous avons savamment choisis pour vous permettre de décrypter les événements importants de la semaine d'un point de vue économique et financier. Et une deuxième émission, beaucoup plus longue, qui prend le temps d'analyser un grand phénomène économique ou financier pour réussir à comprendre mieux ce qui se passe dans le temps long. Si les thématiques que j'ai abordées, elles vous intéressent, l'économie, la finance, les grandes transformations du monde, abonnez-vous les amis. Et puis si même vous avez des amis avec qui vous discutez régulièrement de ces sujets-là, envoyez-leur la chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine sur Les Financiers et je te laisse dans l'émission. Ciao. Aujourd'hui, on reçoit Éric Lombard, ancien ministre de l'économie pendant toute l'année chaotique de 2025. Diplômé d'HEC, il a fait toute sa carrière au sommet de la finance. CEO de BNP Paribas Cardiff, puis PDG de Generali France, avant de prendre la tête de la Caisse des dépôts en 2017, qu'il transforme avec la Banque des Territoires. Il a même survécu au 11 septembre alors qu'il devait conclure un deal dans l'une des tours jumelles ce jour-là. Depuis plus de 40 ans, il est au cœur des grandes mutations de l'économie française et il est aujourd'hui avec nous pour nous parler de la place de la France dans la nouvelle ère mondiale, dans Les Financiers. Éric Lombard, bonjour. Bonjour Valorant. Je suis absolument ravi de vous recevoir ici dans Les Financiers et avec vraiment cette volonté de comprendre un peu où on en est dans la situation économique parce qu'on a eu beaucoup de sujets pendant les municipales, on a eu beaucoup de sujets avec la guerre en Iran où on met un peu de côté beaucoup de discussions qu'on avait sur l'économie française et j'aimerais déjà qu'on se pose la question de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Il y a eu des débats houleux sur le budget, il y a beaucoup de stress sur les retraites, sur le déficit. C'est quoi un peu le panorama actuel de l'économie française, vous qui avez été aux manettes ? Le panorama de l'économie française, je pense qu'on peut porter un regard positif. On a une économie qui est très forte et qui est résiliente. Et pourquoi est-ce qu'on a une économie forte ? D'abord parce qu'on a des entreprises qui sont des entreprises absolument formidables. La base de l'économie, c'est les entreprises, c'est les entrepreneurs, c'est eux qui créent la richesse. Puis après, il y a le sujet de comment on la partage. Et ce qu'on a vu dans toute cette période, c'est que malgré les difficultés internationales, la concurrence de la Chine, les tarifs américains, les entrepreneurs ont résisté. On a de la croissance. On en a eu l'année dernière, quand j'ai quitté Bercy, on a eu 0,5% de croissance sur le dernier trimestre où j'étais en responsabilité. Cette année, on va avoir de la croissance, sauf si la guerre en Iran dure longtemps, ce qui n'est pas mon scénario central. Donc ça, c'est un point important. Et on a aussi des entreprises qui sont fortes dans les secteurs innovants, l'aéronautique, le quantique, on pourra parler de l'intelligence artificielle, le luxe. C'est important, l'agroalimentaire. Donc, on a des points forts. Nous avons une faiblesse majeure, c'est nous ne sommes pas raisonnables sur ce qu'on appelle les finances publiques. Ce n'est pas un sujet très drôle, mais les finances publiques, c'est quoi ? C'est tout l'argent que dépense l'État pour notre sécurité, pour l'éducation, et surtout l'argent que dépense la sécurité sociale pour nos retraites et pour la santé. Et on va sans doute en parler dans le fil de l'émission. La difficulté de notre pays, c'est que notre sécurité sociale est en déficit. Et ça veut dire quoi, que notre sécurité sociale est en déficit ? C'est que nous finançons les retraites et la santé, notamment des personnes les plus âgées. Enfin, les retraités par construction, les plus âgés, et celles qui dépensent beaucoup en santé, c'est les plus âgés, par de la dette. Et qui va rembourser cette dette, ou plutôt qui va payer les intérêts sur cette dette ? Je suis désolé de vous le dire, Valorant, c'est vous. Et c'est votre génération. Et ça, c'est un scandale. Parce que la génération du baby-boom, dont je fais partie, a profité de la croissance, de ces richesses, de l'immobilier bas, de taux d'intérêt qui permettaient d'acheter un bien immobilier. Et on vous lègue un endettement. Et les gens disent, c'est pas grave, l'endettement, il ne va pas être remboursé. C'est vrai que le stock de dette va être maintenu, c'est ça l'histoire. Mais on paye un intérêt sur cette dette, et en plus maintenant, les taux d'intérêt sont élevés. Et ça, c'est un lest pour votre génération qu'il faut absolument que nous corrigions. Et moi, je suis très surpris de voir les jeunes manifester sur la question de l'âge de la retraite,
Parce que ça ne les concerne pas, et au contraire, plus les personnes travaillent longtemps, plus on pourra rééquilibrer notre système de retraite, et ça évitera que vous ayez une charge d'intérêt trop importante dans le cours de votre vie professionnelle. Et la charge d'intérêt, elle va peser sur vous en tant que contribuable et en tant que cotisant, et sur votre entreprise. Je veux dire, vous êtes en train de développer un groupe qui se développe vite, et c'est très bien. S'il y a trop de charges, vous n'arriverez pas à le développer. Donc, il y a un intérêt très objectif à traiter ça. Non, mais je comprends très bien. Et en fait, ce que vous dites, et j'ai effectivement entendu ça de d'autres chefs d'entreprise, c'est que globalement, les entreprises et l'économie réelle fonctionnent bien et l'État et les finances de l'État tirent tout ça vers le bas. Comment on réforme ça? Vous avez été en responsabilité et d'autres l'ont été bien plus longtemps que vous. On a l'impression que c'est pas facile. On a l'impression que c'est très, très, très difficile. On a l'impression que même quand on est aux manettes, on n'a pas la capacité d'avoir cette marge de manœuvre. Qu'est-ce qui nous empêche de réformer? On parle parfois de retraite par capitalisation, on parle de passer d'une contribution totale de la sécurité sociale à une contribution partielle. Comment on modifie ça très concrètement, en fait? Alors, je pense que c'est très simple. La première étape, c'est qu'on partage le diagnostic. Et une émission... Tout le monde ne le partage pas? Non, parce qu'il n'y a pas une compréhension assez fine. Et surtout, on est souvent dans la caricature. Le débat politique aujourd'hui, c'est beaucoup des gens du côté gauche du champ politique qui disent qu'il n'y a qu'à faire payer les riches. Comme on dit depuis longtemps, peut-être, mais les riches ne sont pas assez nombreux pour ça. Donc, parce qu'on parle quand même d'un déficit de 150 milliards d'euros par an. Donc, c'est pas en captant la richesse des entreprises qu'on va combler ce déficit. Il y en a d'autres qui disent c'est à cause des immigrés. C'est pas vrai. En plus, les immigrés, toutes les études montrent qu'il y a une contribution positive à la croissance. Et puis, en plus, il y a une question aussi humanitaire dans certains cas pour le droit d'asile. Donc, c'est des sujets qui ne sont pas des difficultés pour l'économie. Le vrai sujet, c'est qu'on se mette d'accord sur un meilleur équilibre dans la gestion des finances publiques. Et cet équilibre, c'est premièrement de se dire qu'il faut rééquilibrer effectivement les choses. Et ça n'est pas de l'austérité, c'est simplement d'être raisonnable. Si on regarde les grands chiffres, la moitié de la dépense publique, c'est la sécurité sociale. Et là-dessus, le déficit principal, c'est les retraites. On va sans doute en parler. Les retraites, le sujet, il est très simple. Il a été traité dans tous les grands pays. Nous sommes dans un régime par répartition. C'est-à-dire que vous et moi, quand nous travaillons, nous payons pour les retraités de cette année en cours. Oui, donc on ne cotise pas pour nous-mêmes. On ne cotise pas pour nous-mêmes. Et c'est complètement une convention sociale de dire qu'on accumule des droits. Mais ces droits, ils sont complètement théoriques parce qu'ils ne sont pas financés. Et donc, il y a proportionnellement moins de personnes qui travaillent, proportionnellement plus de retraités. Et donc, le système est de plus en plus déséquilibré. Soit on le fait financer par la dette, et donc, comme je le disais, c'est vous qui allez payer les intérêts sur cette dette, soit on rééquilibre. Il y a 3 façons de rééquilibrer. Première façon, on augmente les cotisations. Les cotisations, soit elles sont payées par les entreprises, et ça nuit à la compétitivité, il ne faut pas le faire. C'est déjà assez élevé. Et il faut plutôt essayer de les baisser. Soit elles sont payées par les salariés, mais il y a un problème de pouvoir d'achat, donc ça, c'est pas possible. Deuxième sujet, vous baissez la retraite des retraités, et aujourd'hui, les retraités ont un niveau de vie supérieur à celui des salariés. Donc, il ne faut pas baisser le revenu des retraités, notamment pour les petites retraites, mais peut-être pour ceux dont la retraite est assez élevée, on peut faire une évolution qui ne suit pas tout à fait l'inflation. Et là, il y a une façon de rééquilibrer. Ce que je dis n'est pas du tout populaire. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, beaucoup de personnalités politiques ne vont pas sur ce sujet aussi parce que les retraités votent beaucoup. Oui, et puis comme ils votent plutôt à droite ou au centre-droit, donc voilà. Mais cette solution, je pense que, d'ailleurs, on l'avait prévu dans le budget 2026, mais ça n'est pas passé, puisque le gouvernement est tombé. Et puis, la troisième chose, qui est non pas la plus indolore, mais la plus logique, c'est simplement qu'on travaille plus. Et travailler plus, faut pas se méprendre. Les Français au boulot, ils bossent beaucoup. Vous bossez beaucoup, vos équipes bossent beaucoup. C'est pas la question. La question d'abord, c'est que les jeunes qui parfois tardent à rentrer dans les entreprises puissent rentrer plus tôt. Et ça, c'est pas eux qui veulent pas. Les entreprises doivent vraiment embaucher des jeunes. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait plus de Français au travail. Et la plupart des chômeurs, ils veulent pas du tout être au chômage. Et donc, la lutte contre le chômage permet aussi de rééquilibrer les retraites. Et puis, dernier sujet qui fait le plus polémique, que la durée de vie au travail soit augmentée. On ne peut pas être dans un continent où elle est de 70 ans dans certains pays comme le Danemark ou de 67 ans en Allemagne, et nous refuser l'idée qui est
dans la loi d'Elisabeth Borne, qu'on aille jusqu'à 64 ans, ce qui en réalité est une étape, puisque ça, c'est un outil puissant de rééquilibrage. Et on nous dit, mais oui, mais la vie au travail, elle est difficile. Travailler, c'est nous prendre un morceau de notre vie. Alors, moi, j'entends ça. D'abord, je vois dans les entreprises. J'étais chef d'entreprise pendant 20 ans. Et j'ai travaillé pendant encore plus d'années dans les entreprises. Il y a beaucoup de gens qui se réalisent dans leur entreprise. Et quand ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on a peut-être un problème sur la façon dont nos entreprises sont managées. Et ça, c'est très important de traiter cela. Et moi, les syndicalistes me disent ça. Ils me disent, vous comprenez, on nous demande de travailler plus, mais c'est le bagne. Peut-être que c'est ça où est le problème, mais dans ces cas-là, le problème, il n'est pas de travailler plus. Il est tout simplement il faut que la vie au travail soit une vie respectueuse, c'est une vie de développement. Il n'y a pas de société où le travail n'est pas fondateur du pacte social et du développement des unes et des autres. Voilà en quelques mots. Est-ce que ça peut passer par une retraite par capitalisation ? C'est quelque chose qui a historiquement été beaucoup pointé du doigt comme une des forces des États-Unis, d'avoir en fait des fonds de pension, le fameux 401k, qui est en fait une espèce de cotisation de retraite mais capitalisée, qui va permettre d'investir dans des entreprises de la technologie. Il y a d'ailleurs même certains de ces fonds de pension qui possèdent des parts d'entreprises du CAC 40. Est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait être un déclencheur pour l'économie française, au-delà même de l'aspect purement retraite ? On a eu une déclaration du ministre de l'économie, Roland Lescure, en disant que sur 120 milliards et quelques de dividendes du CAC 40, il y en avait 70 qui partaient justement au fonds de pension américain. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir lieu en France ? On sait qu'il y a une grosse gronde potentielle contre cette retraite par capitalisation, mais est-ce que c'est une solution ? La grogne contre le régime par capitalisation, c'est un peu un réflexe pavlovien des Françaises et des Français que je regrette, puisqu'il y a une mauvaise compréhension du rôle des entreprises. La capitalisation, c'est un très bon système parce que effectivement, ça permet de financer les entreprises, mais surtout, ça permet aux retraités de s'assurer de sa propre retraite, puisque sa cotisation va dans un fonds et il récupère à sa retraite cet argent. Et comme le meilleur placement économique pour son épargne, c'est d'investir en actions d'entreprise, parce que ça permet de bénéficier de la croissance de l'économie, alors que si vous le mettez sur votre livret bancaire, ça ne va pas vous rapporter grand-chose. Et on le voit d'ailleurs sur les 40 dernières années du CAC 40 qui font de très bons scores. Qui a explosé. Il était au creux en 2009, il était à 2004, et là, il a dépassé les 8000 il y a peu de temps. Donc, multiplié par 4. Et donc la retraite par capitalisation, ça veut dire que la croissance de l'économie finance votre retraite, ce qui est quand même moins douloureux que de payer des cotisations. Pourquoi est-ce qu'il y a une difficulté ? Il y a une difficulté, encore une fois, d'acceptation politique de l'économie de marché dans notre pays, il faut le dire comme ça, et donc la pédagogie, c'est important. Et puis, il y a une difficulté, c'est que si vous commencez, vous, aujourd'hui, un système par capitalisation, il va fonctionner quand vous prendrez votre retraite, parce qu'il faut que... Voilà. Le temps d'amorcer. Donc c'est un sujet qui est utile pour l'avenir, mais qui ne va pas résoudre le problème de court terme. Okay. Raison pour laquelle vous parlez tout de suite les gens ne se précipitent pas. Et puis ensuite, il faut bien voir que le régime par capitalisation, vous devez quand même mettre une cotisation de côté. Et on revient au problème dont je parlais tout à l'heure. Qui paye cette cotisation ? Si c'est le salarié, comme on a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays, pour tous les salariés qui sont au-dessous du salaire médian, c'est-à-dire autour de 2 000 € par mois, ils n'ont pas les moyens de rajouter une cotisation supplémentaire. Si c'est les entreprises, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, elles sont déjà chargées. Donc il faut trouver, mais il y a des idées sur lesquelles on peut réfléchir, une façon d'amorcer le système sans que ça pèse ni sur les salariés ni sur les entreprises. Et encore une fois, pour conclure peut-être là-dessus, c'est un très bon système, mais ça aurait été mieux qu'on le commence en 1945, et ce que nous n'avons pas fait. Et effectivement, quand on a un régime par capitalisation, ça finance nos entreprises. Moi, j'avais lu ça, j'ai plus d'ailleurs son nom, mais c'était un ancien conseiller de François Hollande qui avait fait une conférence, et il parlait justement de comment en fait la retraite par capitalisation, lui qui pourtant était une personnalité de gauche, pouvait financer la transition écologique, en disant que c'était une manière de créer en fait une forme d'épargne citoyenne collectivisée sur laquelle on pouvait investir dans des boîtes françaises, mais y compris dans la transition qu'on souhaitait voir advenir. Et moi, ça m'avait toujours intéressé parce que je me dis effectivement, c'est une forme de fonds d'investissement citoyen en fait. C'est un fonds d'investissement qui peut, comme tous les fonds d'investissement, être affecté à ce qu'on veut.
Moi, je pense de façon générale, s'il y a un système public, parce qu'on aime bien les systèmes mutualisés en France, et je pense qu'on a raison, de capitalisation, il faut qu'il soit affecté aux priorités politiques françaises. Donc d'abord le développement des entreprises, c'est important, mais le développement des entreprises, c'est un levier aussi pour la transformation écologique. Bien sûr. Parce que les entreprises industrielles, elles sont en train très rapidement de s'organiser pour participer à la transformation écologique. Les nouvelles usines, c'est des usines vertes. D'abord, comme on est en France, elles sont alimentées par une énergie qui est largement décarbonée. On est parmi les recordman dans le monde sur la décarbonation de notre énergie. Et elles produisent des choses qui sont elles-mêmes écologiques, comme les véhicules électriques, ce qui nous éviterait d'ailleurs les problèmes d'augmentation du prix du gazole dont on souffre aujourd'hui. Et elles ont des processus de fabrication qui sont aussi décarbonés. C'est le cas des nouvelles usines de ciment, par exemple. C'est une excellente transition vers justement cette question de l'énergie qui est en train de devenir centrale à une ère où l'intelligence artificielle, le secteur de la défense et ces secteurs qui sont extrêmement énergivores deviennent de plus en plus prioritaires, que ce soit pour une croissance économique ou même une défense des stricts intérêts des États. On a eu les chiffres, et je tire ça d'une interview de Jean-Marc Jancovici, donc je laisserai aussi les gens se faire leur avis sur cette interview-là, mais qu'on est en décrue de consommation énergétique en Europe, et c'est ce qui expliquerait aussi le frein à notre propre croissance, comparé à des pays comme la Chine ou l'Inde. Est-ce qu'on a un enjeu énergétique ? On sait que le nucléaire, il y a eu des tâtonnements et que maintenant c'est bon, on va vers le nucléaire. Quelle stratégie énergétique on est en train de développer dans un monde où, pour le coup, ça va devenir la clé de l'intelligence artificielle, du secteur de la défense, enfin de tout, quoi. En fait, c'est la base de tout. Oui, on a un double mouvement qui est très simple. On a un monde qui est plus efficace au plan énergétique. D'abord, les maisons sont mieux isolées, les bureaux sont mieux isolés, les processus industriels consomment moins d'énergie. Et donc, on va avoir probablement dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, une baisse de la consommation d'énergie. Mais la transformation écologique, c'est l'électrification. Et donc, on va remplacer des énergies fossiles par de l'énergie électrique qui va être produite par du nucléaire et par du renouvelable. Et à l'intérieur de cette baisse globale, l'électricité va monter de façon considérable. Raison pour laquelle il y a un programme nécessaire de 6 EPR, des nouveaux réacteurs qui commencent à se mettre en place, qui commencent à être construits, et peut-être ensuite des réacteurs supplémentaires, c'est en discussion. Et il y a des programmes sur des éoliennes, sur des champs de panneaux solaires, parce que l'électrification, elle n'est pas faite. Et on voit bien aujourd'hui, avec la crise qui se passe dans le Golfe Persique, que par rapport, par exemple, à la crise en Ukraine, où on a vu qu'on avait une difficulté parce que les centrales nucléaires ne fonctionnaient pas, l'impact est bien moindre, parce que la part de l'énergie carbonée est moindre, et en plus, on a diversifié nos sources d'approvisionnement, mais ça, c'est autre chose. Donc, ce mouvement d'augmentation de la production électrique, c'est indispensable. Il est d'autant plus indispensable, c'est qu'aujourd'hui, les perspectives, elles sont faites, disons, toutes choses égales par ailleurs, et avec le développement de l'intelligence artificielle, on a des besoins nouveaux, parce qu'un data center important, il consomme la production d'une centrale nucléaire. Et dans les discussions que j'ai eues, on a fait en début d'année dernière un sommet de l'intelligence artificielle, où on a réuni des investisseurs qui sont engagés pour plus de 100 milliards d'euros, des grandes boîtes, y compris les GAFA américaines, des Microsoft et autres, nous disent Amazon, vous nous mettez à disposition une centrale nucléaire et on fait un data center chez vous. Donc, ce développement de l'IA, et c'est un sujet important d'ailleurs pour l'équilibre économique de l'avenir, vont capter une bonne partie de la ressource en énergie. Et c'est aussi un des avantages compétitifs de la France, d'avoir ces sources d'énergie décarbonées grâce à notre programme nucléaire et à notre programme d'énergie renouvelable. Parce qu'on est le meilleur en Europe, le meilleur élève d'Europe là-dessus. Mais oui, et d'ailleurs, observez qu'il y a un débat aujourd'hui, à la suite de la crise dans le Golfe, sur le prix du gazole, et qui fait une vraie difficulté pour nos concitoyens qui ont des voitures diesel ou qui... Mais tous ceux qui sont à l'électrique, le prix de l'électricité n'a pas bougé. Il est toujours autour de 60 € le mégawattheure. Il n'a pas bougé. Pourquoi ? Parce que nos centrales nucléaires fonctionnent à fond. Il y a du soleil et du vent. Donc le renouvelable fonctionne. Et donc, les prix de l'électricité ne bougent pas, ce qui est très important. Et ce qui montre bien qu'à l'avenir, si on continue l'électrification, on sera immunisé de crises
comme celles qui ont lieu en ce moment. Ce qui n'avait pas été le cas justement au moment de l'invasion russe en Ukraine, où pour le coup, y compris l'électricité avait augmenté très fortement. Oui, parce que nos centrales ne fonctionnaient pas et le prix de l'électricité, on est dans un raisonnement économique qu'on appelle le raisonnement marginal. C'est le prix de la centrale au gaz qui est la dernière à se mettre en marche, et donc c'était monté très haut. Par ailleurs, notre gaz venait de Russie. Et donc, comme on voulait se désensibiliser de cette dépendance-là, ça nous a pris du temps. Mais on dit toujours que l'Europe ne va pas vite. On avait 100 milliards de mètres cubes par an qui venaient de Russie, sur une consommation totale de 150 milliards, et on a réussi à se désensibiliser totalement, à peu près en ce moment. Enfin, oui, puis des petites rumeurs de bateaux qui passent par Chypre. Je ne suis pas l'expert du domaine. Mais... Voilà, mais en tout cas, nos sources maintenant ne viennent d'ailleurs ni du Golfe. Hein. On a surtout des sources qui viennent soit d'Europe, soit des États-Unis, qui, eux, sont équipés en gaz naturel liquide. Donc, tout ça bouge, en fait, et bouge positivement. Et c'est un avantage compétitif, encore une fois, pour la France. Dans cette répartition mondiale, on voit réellement, et je pense que c'est aujourd'hui très, très clair, deux blocs s'affronter entre la Chine et les États-Unis, avec les États-Unis qui... malgré une certaine forme de baisse de niveau par rapport à la Chine, reste très innovant, reste très puissant sur un paquet de domaines. Une Chine qui avance parfois silencieusement, mais de manière très vite. Et nous, en Europe, on a l'impression de ne pas avoir de stratégie claire. Après, on peut trouver que notre stratégie est bonne ou pas bonne, mais c'est surtout qu'on a l'impression de ne pas savoir exactement quelle est cette stratégie-là. On parle certaines fois d'écologie, et après on signe un accord de libre-échange. On parle parfois de souveraineté, mais après derrière on pense à des droits sociaux en priorité. Enfin, on n'a pas l'impression que c'est très clair de ce qu'on a envie de faire. Et comment vous l'interprétez? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Peut-être que vous-même, vous avez le même sentiment que moi, qu'on ne voit pas très clair. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Europe doit faire et qu'est-ce qu'elle fait? Alors j'ai envie de vous dire d'abord qu'est-ce qu'il faut faire à mon avis, et puis après vous dire où en est l'Europe. Le monde subit un vrai basculement historique, puisqu'on était dans un modèle issu de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait une stabilité d'échange, alors ça c'est moins vrai depuis quelques dizaines d'années, qui était assurée par le système du FMI et de la Banque mondiale. Il y avait une stabilité du commerce avec une ouverture progressive avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce, et puis il y avait une stabilité en matière de sécurité avec le Conseil de sécurité qui, bon gré mal gré, assurait l'équilibre. Tout ça est mort. Sur l'échange, on est face à une guerre d'échange menée par la Chine et les États-Unis, on l'oublie trop souvent, dont les monnaies, le renminbi et le dollar, sont sous-évaluées. Et ça, c'est un sujet qui pèse énormément. Les règles du commerce ne sont plus respectées, puisque la Chine ne les respecte pas, par du dumping et des avantages donnés à l'exportation, et les Américains par les tarifs. Enfin, depuis l'invasion de l'Irak, ça a commencé quand même il y a bien longtemps, en 2003 avec Bush, on voit bien que les guerres sont déclenchées. Je ne veux pas dire pour un oui ou pour un non. Hein. Le régime des Mollahs est un régime épouvantable. On voit bien d'ailleurs que cette guerre le renforce. Donc ce n'est probablement pas la solution. Donc l'Europe doit s'adapter à ça. Sur la guerre des monnaies, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment que les trois blocs se mettent d'accord. Je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Sur les sujets de défense, il faut que l'Europe devienne une puissance militaire. On pourra en parler. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autonomie militaire, raison pour laquelle d'ailleurs les États-Unis ne nous ont même pas prévenus avant d'attaquer l'Iran, alors que nous sommes quand même fondamentalement alliés. Et sur l'économie, puisqu'on parle de ça, dès lors que la Chine et les États-Unis ne respectent pas les règles de l'OMC, nous devons nous-mêmes nous protéger pour nous mettre à armes égales. Nous protéger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand des produits ne respectent pas nos règles de sécurité, je pense aux produits alimentaires, quand il y a des produits alimentaires ou des produits de fast fashion qui éventuellement sont dangereux, parce que le problème de ces produits, souvent, c'est que c'est des matières qui sont dangereuses, des tissus qui peuvent brûler si elles sont exposées à la chaleur, des choses comme ça. Il faut qu'on protège évidemment nos citoyens. Et nous commençons à le faire, et j'en viens maintenant à ce que fait l'Europe. Nous commençons à le faire parce que le débat maintenant en Europe, il est bien là-dessus, de nous protéger. On a eu une négociation très dure avec les Américains sur les tarifs. On pourra y revenir. On voit bien que l'accord qu'on a trouvé n'est pas mauvais, puisqu'on continue à être exportateur et l'impact économique négatif, il est pour les États-Unis qui payent les tarifs, mais pas pour l'Europe, dont la croissance n'a pas été affectée. Et sur la Chine, la protection, elle commence sur l'acier. On a mis en place à la fois des quotas et des tarifs. Donc ça se met en place, il faut le faire sur la chimie. Sur l'ensemble de l'industrie, l'Union européenne est en train d'examiner ce qu'on appelle en français un Buy European Act.
acheter européen. Une préférence européenne. Qui prévaut en Chine, qui prévaut aux États-Unis, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas dans ces mécanismes de défense. Et puis, il y a aussi des avantages fiscaux qui sont indus, notamment sur le sujet des petits colis qui viennent de Chine, qui, en gros, ne payent pas la TVA. Parce qu'il y a un seuil à 150 € par objet, qui est sans doute trop élevé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en train de mettre des tarifs, et en France, et on va le mettre au mois de juillet sur l'Europe. Et puis peut-être que l'exemption de TVA, on peut y réfléchir, parce que c'est déjà un avantage de 20% sur des produits par rapport à des produits qui surtout dans qui des viennent de produits où France. la compétition se fait sur les prix. Et la compétition, elle se fait sur les prix. Donc il faut qu'on soit lucide sur le nouvel état du monde. Quand on est en responsabilité, on ne pleure pas sur les difficultés, qu'on soit chef d'entreprise, je rappelle GT, ou qu'on soit responsable pour l'État, on s'adapte. Et l'Europe doit s'adapter, elle ne le fait pas assez vite. Et il faut aussi prendre en compte une nouvelle réalité du monde, c'est qui a des avantages technologiques. On était dans une situation jusqu'à récemment où les avantages technologiques étaient réservés à l'Europe et aux États-Unis. Il faut accepter le fait que la Chine a un véritable avantage technologique grâce à la qualité de sa formation, de sa recherche, dans beaucoup de filières. Les batteries, l'automobile, la robotique, l'intelligence artificielle, le quantique, moins, mais ils vont s'y mettre. Sur les puces, ils sont quand même un peu décalés. Les sujets sur lesquels ils ne sont pas encore au même niveau que les Européens, c'est typiquement en aéronautique, en aérospatiale. En aéronautique, le moteur d'avion que nous fabriquons entre GE et Safran reste le meilleur moteur du monde et le plus vendu, et il n'a pas été copié. Mais il y a peu de filières où nous avons un avantage technologique. Et la réponse à ça, c'est deux sujets. On en revient aux questions des finances publiques. On n'investit pas assez pour préparer l'avenir. On n'investit pas assez en France sur l'enseignement supérieur, sur la recherche. C'est ça qui, demain, va nous permettre de reprendre l'avantage dans les filières. Et puis, quand l'avantage technologique chinois est réel, et dans ces cas-là, il faut que nous fassions ce qu'ils nous ont fait il y a 40 ans. Et il y a 40 ans, moi, j'étais en Asie, je faisais du financement de la grande exportation. Vendu des centrales nucléaires à Taïwan, des barrages, des usines. Donc, importer le savoir-faire français, en fait, dans l'Asie du Sud-Est. Et les Chinois nous disaient, OK, mais vous investissez à nos côtés en Chine, ou en Indonésie, pour l'Indonésie, ou en Inde, ce pays où j'étais souvent, et vous transférez la technologie. Il faut qu'on fasse pareil. On l'a fait en France sur les batteries, on a 4 gigafactories qui sont dans le Nord, avec de la technologie soit japonaise, soit chinoise, et c'est vrai que nous, on a perdu cette technologie-là, mais on est en train de la réimporter dans le cadre de sociétés communes. Et c'est quelque chose avec lequel les Chinois sont OK, ou que nous, on était OK il y a 40 ans? Parce que ça me paraît quand même, peut-être que je me trompe, mais en théorie des jeux de la guerre économique, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils n'auraient pas intérêt à le faire et qu'ils ne vont pas pousser pour le faire. Alors, si je vous dis, vous allez me donner 30% du capital du crayon, vous allez me dire non. Voilà. Ça serait du collectivisme. Mais si je vous dis, voilà, pour vous développer dans tel pays, si vous voulez vous internationaliser, faites-le avec moi, vous allez dire, peut-être que j'ai intérêt à faire avec. Et donc, le sujet avec les Chinois, c'est pas qu'ils aient envie ou pas, c'est que si on leur dit qu'on est en train de limiter l'accès à notre marché, on a le plus grand marché du monde, c'est un immense avantage compétitif, et on dit aux Chinois, vous avez le droit de venir chez nous. Avec le Buy European Act, donc les usines, elles achètent en Europe, et puis vous êtes associés, mais on veut le transfert de technologie. Eh bien, faisons cela. C'est une forme de développement économique, et en plus, c'est un intérêt bien compris, parce que ça veut dire que la Chine, au lieu d'employer ses populations, mais la Chine a un défi démographique énorme, la décroissance démographique va être considérable. Donc du coup, qui va poser une crise économique, qui va poser une crise des retraites. Ils vont devoir, comme tous les pays riches, accumuler de l'épargne. Les pays du Golfe Persique sont en train de le faire, la Norvège le fait, pour financer leur retraite. Donc, on doit trouver un nouvel équilibre. J'ai passé toute une journée avec celui qu'on appelle le tsar de l'économie en Chine, s'appelle M. He Lifeng, qui est vice-premier ministre en charge de l'économie, à discuter de ces sujets-là. C'est un rapport de force, tout ça. Mais nous avons encore une fois un avantage. Nous sommes le premier marché du monde. Il faut qu'on joue nos avantages compétitifs. Si jamais tu es encore là, c'est sûrement que cette vidéo te plaît. On vient de lancer les financiers, alors la meilleure manière de pouvoir nous aider, c'est de t'abonner. Je te remets dans la vidéo. Vous avez parlé de
de questions de la monnaie, et je trouve que c'est un sujet passionnant, et ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis là-dessus sur... il y a un peu une espèce de clash dans les monnaies de est-ce qu'on dédollarise l'économie mondiale? Est-ce que le yuan est capable de prendre au moins partiellement le relais? Quelle place pour l'euro au milieu des trois? Certaines monnaies qui pourraient avoir de la valeur mais sont beaucoup trop volatiles. On pense à la monnaie indienne, à la monnaie turque ou ce type de monnaie-là. Est-ce qu'il y a le bitcoin au milieu qui n'est pas vraiment une monnaie mais qui en même temps s'installe dans la conversation? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la monnaie? Parce qu'on a vu que sous Trump, le dollar avait perdu 10%, que l'euro est quand même plus calqué sur l'économie allemande que française. Enfin, comment on gère les monnaies aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, où la dédollarisation semble en train d'avancer, quoi? Je vais vous faire un aveu. Je suis dans le monde de la finance depuis quelque temps. Le sujet des monnaies, c'est le plus difficile à prévoir et à anticiper parce que ça correspond à des sous-jacents considérables. Sur la théorie économique de base, la valeur d'un bien, c'est l'achat et la vente. Donc, si on mesurait bien tous les flux financiers, on pourrait anticiper les monnaies. Mais ça va tellement dans tous les sens. C'est trop large. En fait, c'est compliqué. Il y a des pays qui gèrent leur taux de change, les États-Unis et la Chine. L'Europe ne gère pas son taux de change parce que ce n'est pas dans le mandat de la Banque Centrale Européenne. Donc, c'est peut-être une question déjà à se poser. Pourquoi d'ailleurs, juste très rapidement, pourquoi c'est pas dans le mandat de la Banque Centrale Européenne? Parce qu'on a une vision assez libérale classique de l'économie en Europe, de considérer qu'il faut laisser faire les choses. Raison pour laquelle on est très ouvert au libre-échange. Et on avait raison tant que c'était respecté par les autres, mais si c'est pas respecté par les autres, il faut pas le faire. Et on pensait que la stabilisation des monnaies par le libre jeu du marché donnait un optimum. Ce qui n'est pas vrai si tout le monde ne joue pas ces règles. Je pense que ça va être très long et compliqué à stabiliser. On l'a fait dans des périodes historiques, avec ce qu'on appelle les accords du Plaza, c'était en 1985, où les grandes puissances du monde se sont dit, bon, ça part dans tous les sens, ça ne bénéficie à personne, mettons-nous d'accord. Là, on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un esprit de coopération. Et pour qu'une monnaie soit une grande monnaie, il faut qu'elle soit abondante. Et l'avantage du dollar, c'est que comme les pays comme les États-Unis sont surendettés, encore plus que la France, hein, on ne se rend pas compte de ça, encore plus que nous. La dette, c'est des dollars détenus par des non-américains, ce qu'on appelle les euro-dollars pour simplifier. Donc le dollar est abondant dans le monde. Il se trouve que l'Europe n'est pas endettée, parce que ce sont les pays européens qui sont endettés. Mais la dette de la France, ce n'est pas complètement comparable à la dette des États-Unis. Non, elle est très importante en France. Elle est importante en France, mais sa valeur de marché, enfin, c'est moins une dette de réserve que le serait la dette européenne. Et puis il y a une question, si j'ai bien compris, sur la dette française par rapport à la dette américaine, il y a une question, on va dire, du poids des dépenses et des recettes de l'État par rapport à la dette, qui est plus important aux États-Unis qu'en France. On dit souvent dette sur PIB, mais on ne parle pas de dette sur balance des paiements, ou dette sur revenus de l'État, ou dette sur dépenses de l'État. Ouais, alors là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai eu une longue conversation avec Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, et on a comparé nos situations budgétaires. Justement, ça m'a ravi d'avoir la... Elles sont très proches. Nous, on est, cette année, on va être on va être autour de 5%. Les États-Unis sont à 7%. Et en fait, la dépense publique américaine, si on regarde l'État, si on regarde les États fédérés, les collectivités locales, elle est considérable aussi. Donc la situation budgétaire, elle se ressemble. D'ailleurs, Scott Bessent m'a dit qu'il allait dépenser en charge d'intérêt plus que son budget de la défense. C'est exactement ce qui va nous arriver en France. Donc c'est comparable. Simplement, nous, on n'a pas le dollar. C'est-à-dire, cela dit, on a l'euro. Et donc, on s'endette aussi facilement que les Américains. Mais si on voulait que l'euro soit véritablement une monnaie au niveau du dollar, il faudrait que ce soit l'Union européenne qui s'endette. Et comme les États sont déjà trop endettés, il ne faut pas oublier que la dette de l'Union... économiquement, elle s'ajoute à la dette. Voilà. Et donc, si l'Union européenne devait s'endetter plus, il faudrait que les États européens se désendettent. Et ça, c'est une bascule qu'il faudra faire dans le temps, mais qui est longue à faire. Alors, sur votre question sur les cryptos, il y a deux... Le Bitcoin, parce que pour moi, le Bitcoin et les cryptos, c'est deux sujets différents. Mais on est d'accord. Mais alors, quand même... Ça pourrait être une espèce on va dire de monnaie neutre, de monnaie suisse, en fait, un peu dans ce monde où on se fait plus confiance entre grandes puissances. Alors, je suis d'accord, il y a deux catégories. Il y a tout ce qu'on appelle les stablecoins. C'est la tokenisation de l'économie. Et là, au lieu d'avoir un compte en dollars ou en euros, vous avez un token ou un stablecoin qui représente... un USDT. Donc là, on est dans une forme de diffusion des objets financiers.
Ce qui est intéressant avec le Bitcoin, c'est qu'il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas de règles, et surtout, il n'y a pas de contrepartie économique. Quand vous achetez un dollar américain, vous avez la Banque centrale, la Federal Reserve Board, qui s'engage à que ça soit honoré à tout moment, et la contrepartie, c'est l'économie américaine, et ce n'est pas théorique ce que je dis, c'est qu'une banque centrale émet de la monnaie quand les banques commerciales apportent des créances enregistrées sur les entreprises. Donc la masse monétaire, elle est toujours proportionnée à l'activité économique. Même si on va plus dans le détail, il y a des questions de vitesse de circulation de la monnaie, mais on va pas compliquer le sujet. Le Bitcoin, il a une valeur parce que les gens y croient. Vous allez me dire... La dette des États, c'est pareil. Hariri a fait un bouquin merveilleux là-dessus, le chercheur israélien. Le dollar aussi, c'est parce que les gens y croient. Mais si les gens cessent d'y croire, il y a l'économie américaine. Si les gens cessent de croire au Bitcoin, il n'y a plus rien. Raison pour laquelle c'est très volatile. Il y a un protocole. Ce n'est pas une valeur tangible au sens de ce micro, cet iPad. Il n'y a pas de contrepartie. Mais il y a un protocole dans le sens où il y a une... C'est comme si on croyait en une constitution, dans certains points de vue. Ça veut dire qu'il y a un bien derrière, ou qu'il y a des choses matérielles derrière, mais on croit en une espèce de promesse éditoriale, on va dire, de la monnaie, quoi. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas d'économie derrière. D'ailleurs, permet peut-être de donner un conseil à celles et ceux qui nous écoutent et qui ont de l'épargne. Il y a 2 règles sur l'épargne. Ne jamais acheter que des produits que vous comprenez. Et le Bitcoin est un produit qu'on peut comprendre, hein, mais il faut bien le comprendre. Et surtout, diversifier. J'ai entendu parler de personnes qui avaient mis tout leur patrimoine en Bitcoin. Ils ont acheté à 150 000 euros, c'est descendu à 70 000. Bon, voilà. Donc la diversification, quoi qu'il arrive, c'est quand même une bonne chose. Mais du coup, vous ne voyez pas potentiellement, je dis le Bitcoin, ça aurait pu être autre chose, mais vu que c'est ça la monnaie un peu majeure, qui aurait pu être une plateforme de neutralité pour des échanges entre Chinois et Américains qui ne peuvent pas parce qu'il y a des conflits entre leurs pays. Enfin, c'est très théorique ce que je dis, mais dans un monde qui va se multipolariser, je trouve ça pas idiot de regarder le Bitcoin. Et encore une fois, ça aurait pu être autre chose. Je dis le Bitcoin parce que c'est celle qui est là, mais qui en fait sert de plateforme centrale parce que les Chinois ne voudront pas acheter en dollars, parce que les Américains ne voudront pas acheter en yuan. Sinon, ça pourrait être l'euro, mais vu qu'on est plutôt côté américain... C'est là où tout le monde est un peu schizophrène. Les réserves de la Banque centrale de Chine sont placées très largement en dette américaine. C'est vrai. Et oui, parce que ils savent bien que derrière, il y a l'économie américaine et que c'est une valeur stable. D'ailleurs, ils sont aussi investis largement en dette européenne et réciproquement. Et quand vous faites des transactions, la plupart du temps, les gens demandent quand même que la transaction soit faite en dollars. Même si je vois bien que le Bitcoin se développe. D'ailleurs, ce qui est aussi embêtant avec le Bitcoin, c'est que c'est quand même beaucoup aussi la monnaie de l'économie parallèle, parce qu'il n'est pas traçable. Et ce que nous voulons, en tout cas ce que souhaitent les États, c'est pouvoir, grâce à la monnaie, tracer les flux. Et quand il y a une économie parallèle, qui peut être du trafic d'armes, du trafic de drogue, ou des choses pires encore, pouvoir les remonter. Donc je suis, disons, réservé. Je vois bien que ça se développe, mais il y a certaines réserves. On n'a pas attendu le Bitcoin pour avoir des criminels. J'aimerais revenir sur la question un peu des blocs entre les États-Unis, la Chine, l'Europe. Il y a une vraie question autour, en tout cas tel qu'on le sent aujourd'hui, autour des technologies qui permettent d'avoir, on va dire, un petit cran d'avance. Que ça soit, on pense évidemment à l'intelligence artificielle, où c'est la course entre Claude et ChatGPT par exemple. On sait qu'il y avait eu DeepSeek qui avait créé une espèce de moment de flottement pendant 24 heures, 48 heures dans l'économie mondiale, qui finalement s'est retrouvé être la copie d'un modèle, donc finalement pas aussi dingue que c'était. Est-ce que Mistral et Harmattan, ça suffit en France, ou est-ce qu'il en faut plus, ou comment on les aide, parce qu'on a l'impression que on est un peu quand même dans une presse hydraulique entre 2 grandes puissances et que c'est difficile de faire exister nos propres géants. Parfois, ces mêmes propres géants que certains pays européens ne consomment même pas et vont aller consommer des boîtes américaines ou chinoises. Il faut rappeler qu'on est au même niveau technologique. D'ailleurs, je salue Yann LeCun, qui était Chief Technical Officer de Meta et qui a monté sa licorne, parce qu'il a déjà levé 1 milliard d'euros avec Amilabs en France. Et pourquoi il est venu en France? Parce que nous avons les talents. Sur un plan technologique, prenons le Rafale, il est au niveau du F-35. Les missiles développés par MBDA sont du même niveau.
mais j'ai parlé du moteur de Safran. Il y a beaucoup de domaines où on est du même niveau. Sur le quantique, si vous prenez... c'est Bob. Voilà, ou de Pascal, on est au même niveau. Moi, je dois dire, j'utilise le chat. Okay. Quand j'utilise l'intelligence artificielle, et je trouve que c'est tout à fait au niveau, pas seulement parce que c'est Mistral et Arthur Mensch qui le produisent, mais on voit bien que ce qui fait la différence entre des OpenAI et autres qui investissent des centaines de milliards, mais pourquoi ils investissent des centaines de milliards? C'est pas tellement la recherche, c'est pour scroller le web et réunir plus d'informations, plus de data, pour d'ailleurs renforcer le RIA. Mais c'est pas forcément ça qui leur donne un avantage technologique sur le développement des agents qui vont traiter les sujets que demandent les entreprises. Donc il faut bien distinguer. Il y a une différence entre le modèle et le volume pour moi, de data. Il y a une différence entre aller chercher de la data, ce qui est important, je veux dire, c'est très important, mais ça consomme en fait beaucoup d'argent parce que c'est concrètement quand même beaucoup des personnes qui font ça, ou alors même quand c'est des agents, il faut vérifier ce qu'ils font avant de le mettre dans le système. Et il y a le cœur de la machine. Et ce qui est intéressant avec l'expérience de Yann LeCun, c'est que ce qu'il raconte, Yann, c'est que vous avez des modèles qui sont des large language models. Donc c'est basé sur le langage. Le langage, c'est quelque chose sur lequel ça fonctionne de façon statistique pour qu'à une question posée, à un prompt, il y ait une réponse qui soit des mots mis dans l'ordre. Il considère que ça, c'est assez simple. Et en fait, on voit bien que dans certains cas, ce qu'on obtient avec ChatGPT ou avec le chat, c'est pas très différent de ce qu'on obtient sur Google, qui par ailleurs, d'ailleurs, intègre de plus en plus d'IA dans son système. Et ce que dit Yann LeCun, c'est en fait, il faut avoir une vision du monde plus large. C'est ça la vraie intelligence. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les humains ont un avantage? Parce que précisément, ils intègrent tout leur environnement, plus la relation humaine, qui est quelque chose dont on n'a pas fini d'explorer le fonctionnement. Donc, lui dit, l'IA est très limitée. Alors, c'est un outil de productivité considérable, mais on est très loin de ce qui s'appelle l'intelligence. Et ça va se développer chez nous. Donc, il est tout à fait possible. Et il est tout à fait possible. Moi, je suis assez optimiste, sinon je ne ferais pas ce que je fais, que ce soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que responsable politique, que les prochaines générations d'IA soient des générations européennes. Parce qu'on voit bien qu'il y a des cycles. C'est vrai que les Américains, sur les GAFA, ont pris le marché mondial. Voilà. Mais ça ne leur donne pas forcément un avantage concurrentiel massif pour le cycle suivant, ou plutôt ça leur donne une énorme capacité d'investissement, et on en revient aux deux faiblesses que nous avons en France et en Europe, pas assez d'investissement et pas assez de préparation de l'avenir. Mais on a ce qui est essentiel, et ce qui est à la base de tout, les talents qui sortent de nos écoles, et donc il faut juste qu'on améliore le dosage et qu'on devienne un pays qui est plus en soutien de l'innovation, de l'entreprise, du développement, de la création. Mais est-ce qu'on n'a pas ces freins-là? Parce qu'on a l'impression, et que c'est le mode, le mood, l'ambiance française là-dessus, que si on veut construire quelque chose comme une centrale nucléaire, un data center ou autre, on va se retrouver face au plan local d'urbanisme qui va nous bloquer sur ce sujet. Enfin, je prends cet exemple-là, et après je reviens sur les questions, on va dire, d'investissement français en technologie, mais Notre-Dame a été un énorme succès architectural et en BTP parce qu'on n'a respecté aucune règle légale préétablie. Et on a l'impression qu'à chaque fois qu'on veut réussir à faire quelque chose d'un peu inspirant ou un peu hors norme en France, il faut littéralement contourner les normes. Est-ce que les normes sont les bonnes? Est-ce qu'il faut les changer? Est-ce qu'il faut les contourner? Comment on avance ça? Oui, il faut qu'on s'améliore ça, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis. J'ai même failli acheter une banque d'affaires à New York. Malheureusement, c'était le 11 septembre. Et donc, le projet s'est écroulé avec les tours. Et ayant travaillé aux États-Unis, c'est un pays où les normes, elles ne sont pas forcément administratives, elles sont légales. Vous ne faites rien aux États-Unis si vous n'avez pas 3 lawyers qui vous entourent. C'est vrai. Et ce n'est pas gratuit. Et ça prend du temps. En plus, c'est un pays où le contentieux est fréquent. Donc, chaque pays a ses avantages comparatifs. Moi, j'ai un exemple que je cite souvent. Dans l'excellence française, il y a la construction de navires, notamment les chantiers de l'Atlantique, qui sont à Saint-Nazaire. J'y retourne d'ailleurs dans 15 jours, j'avais déjà été visité. Et il y a un tel succès qu'il fallait augmenter le terrain. Pour ça, il fallait déplacer une route nationale. Waouh! Vous savez combien de temps ça a pris? 6 mois. Parce que le maire de Saint-Nazaire, David Samzin,
la présidente de la région, Christelle Morancet, le président du département, l'entreprise, l'État se sont mis d'accord. Ils ont déplacé la nationale, ils ont augmenté le terrain. Et des clients américains sont venus un an après, ils ont vu ça. Ils ont dit ça aux États-Unis, on est incapable de le faire. Incapable de le faire. Et on est le pays de la débrouille. Et moi, j'ai été en tant que directeur général de la Caisse, j'ai visité des centaines de collectivités locales. Quand il y a un accord sur le terrain entre les entrepreneurs, les collectivités, la France des territoires, elle va bien. Les gens, ils se remuent, ils font des usines, ils créent de l'emploi et ils trouvent des solutions. Ils trouvent des solutions. C'est pour ça d'ailleurs qu'on reste un pays, on le disait tout à l'heure, en croissance, un des pays qui reste un des pays les plus riches du monde. Ça ne vient pas de nulle part. Et donc, il y a cette capacité. Alors, c'est vrai qu'on a une petite tendance, quand un texte passe au Parlement, à ce que chacun y rajoute ses contraintes et donc ça s'épaissit. Et donc, j'ai promu une loi de simplification qui est devenue une loi de complexification parce que voilà. Il n'y a pas une loi de simplification qui n'est pas devenue une loi de complexification. C'est la beauté de la démocratie. C'est vrai qu'il faut qu'on soit plus attentif à cela et évidemment on peut s'améliorer. Il y a eu jusqu'à il y a 2 ans plus de construction et de décisions d'usines en France qu'il y avait de destruction d'usines. Il faut qu'on reprenne ce mouvement. J'aimerais faire un dernier petit chapitre dans cette interview sur la question de la reprise d'entreprise. En tant que ministre de l'économie, vous devez superviser toute l'économie, mais du coup aussi toutes les entreprises. Et il y a une énorme question en ce moment de chefs d'entreprise qui ont entre 55 et 70 ans, qui ne vont pas nécessairement trouver de repreneurs, qui ont des entreprises rentables, souvent d'ailleurs sur le territoire et pas dans les grandes villes. Est-ce que potentiellement on a un risque de perdre ce tissu et comment on peut réussir à ne pas perdre ce tissu? Je connais très bien Cédric Meston qui est à la tête de France Reprise et il me dit régulièrement il y a un enjeu clé en fait de maillage économique. C'est quoi votre vision là-dessus? Qu'est-ce qu'on doit faire en France pour réussir à réassurer, on va dire, cette transition, cet héritage en fait même de ces entreprises à reprendre? La première chose à faire, c'est et ça je pense qu'on l'a fait, c'est pour les entreprises familiales qu'il y ait des facilités pour qu'il y ait une transmission de l'entreprise. Et c'est ce qu'on appelle le pacte du Treil, et ça fonctionne très bien. Et ça permet que quand il y a des transmissions familiales, ça se fasse. Je vais en Bretagne dans quelques jours pour décerner une légion d'honneur à la patronne de la Belle-Illoise. C'est la 3e génération. C'est une entreprise qui a été créée par un marailleur qui a fait une conserverie, et puis son fils a continué. Maintenant, c'est sa fille qui, depuis 15 ans, dirige l'entreprise et l'a fait croître. Et c'est une entreprise qui est basée dans le Morbihan et qui se développe. Et des cas comme ça, il y en a heureusement beaucoup. Après, quand il n'y a pas de succession familiale, soit on peut prendre d'ailleurs un successeur qui est extérieur à l'entreprise, soit souvent l'entreprise est à vendre. Et c'est là où on retrouve la question des fonds de pension. Mais il y a quand même un capitalisme en France important. Il y a des grandes entreprises, il y a des fonds d'investissement. D'ailleurs, vous voyez que les grands groupes ont eux-mêmes maintenant fait des family office pour investir. Donc, il y a des financements. Et j'ai le sentiment que les entreprises trouvent un acquéreur quand le modèle économique va bien. Il y a aussi tout ce qu'on appelle le private equity qui s'est développé de façon considérable et qui investit beaucoup en France avec des segmentations. Il y a beaucoup de fonds qui sont des fonds régionaux. Oui, qui vont faire de ce qu'on appelle des build-up, c'est-à-dire prendre des boîtes du même secteur et en faire un groupe commun. J'ai pas vu beaucoup de cas concrets, parce que la réalité, c'est qu'il faut regarder les cas concrets d'entreprises où il y avait un problème parce qu'il n'y avait pas de repreneur ou où il n'y avait pas de situation familiale de continuité. En revanche, il y a des entreprises qui vont mal. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on admette, parce que c'est la vie, c'est que quand une entreprise ne va pas bien, quand le modèle économique ne s'est pas adapté, elle ne peut pas malheureusement prospérer, et donc elle est obligée de fermer. C'est évidemment à chaque fois un drame humain, d'abord pour les salariés qui perdent leur emploi, et puis pour d'ailleurs les animateurs de l'entreprise qui, eux, souvent perdent leur capital et une partie de leur patrimoine. Et encore plus en période d'incertitude énergétique où, en fait, certaines boîtes qui sont à 5-10% d'EBITDA, en fait, une augmentation de 10% ou 15% de l'énergie, ça tout de suite, ça rapproche l'entreprise du déficit, en fait. Oui, mais vous voyez, moi, j'ai regardé depuis le temps que je travaille le nombre de crises que j'ai traversées. Je l'évoquais tout à l'heure, la crise de 2008-2009, quand le CAC est descendu. À ce moment-là, toutes les entreprises étaient en déficit parce que la valeur des actifs, les entreprises financières. Donc, les crises,
l'évolution du prix, des taux d'intérêt, du prix de l'énergie, du prix des matières premières, c'est la vie économique. Et ce qui se passe en ce moment, pour le moment, l'impact est plutôt plus réduit que ce que ça a été dans les crises précédentes, mais tout ça n'est pas fini, donc nous verrons. Le talent des chefs d'entreprise, c'est qu'ils s'adaptent et ils trouvent à chaque fois des façons de faire qui sont nouvelles et qui permettent de répondre aux besoins. Et sur l'énergie, la solution, encore une fois, et c'est pour ça que cette crise, en ce moment, elle a beaucoup moins d'impact que les précédentes, c'est que les entreprises se sont désensibilisées aux énergies carbonées. Encore une fois, donc il faut aussi voir le chemin qui a été parcouru et qui nous permet d'être beaucoup plus résilients dans une situation de difficulté qui, pour d'autres pays, est absolument dramatique. D'ailleurs, y compris pour d'autres pays européens. Quels sont les pays européens qui vont le moins bien ? Je ne me rends pas compte, ce n'est pas forcément des connaissances que j'ai beaucoup développées. Eh bien, je suis triste de le dire, mais quand on compare, la France est devenue un des pays européens qui a le plus de sujets à régler à cause de notre problème de finances publiques. Et d'ailleurs, quand on regarde la statistique européenne... C'est vraiment le point de blocage de toute l'économie française. Et pour démontrer que c'est payé par toutes les Françaises et tous les Français, c'est que le revenu moyen des Français, qui était historiquement un des plus élevés de l'Union européenne, puisque nous sommes un des pays développés depuis le plus longtemps, on est passé depuis 2 ans au-dessous de la moyenne européenne. C'est qu'en moyenne, chaque Française et chaque Français est maintenant moins riche, a moins de revenus que les autres pays qui, eux, ont été... Polonais, alors c'est le dynamisme de ces pays qui se sont industrialisés, qui ont changé complètement leur culture, leurs normes, mais c'est aussi un sujet sur lequel la France doit se ressaisir, et elle peut le faire. Et c'est nécessaire de le faire pour se retrouver dans un mécanisme de développement. Et ce développement, souvent on me dit, mais la croissance, c'est pas bon pour l'écologie et pour la planète. Si c'est une croissance verte, financée par de l'énergie décarbonée et qui permet de décarboner la société, eh bien plus il y a de croissance, plus on va aller vite dans la décarbonation. Et encore une fois, la transformation écologique, c'est un sujet absolument essentiel. Et puis dès lors que nous sommes attachés à notre modèle social, eh bien si on produit plus, ça permettra de maintenir l'accès aux soins gratuits, qui est évidemment quelque chose qui est indispensable, le financement des retraites dont on a parlé. Et il y a un chiffre qui montre que tout ça est tout à fait facile finalement si on s'y met. Si on avait le même taux d'emploi que les Néerlandais, c'est-à-dire autant de proportion de personnes au travail, encore une fois, souvent ces personnes qui ne travaillent pas, c'est parce que le système n'a pas permis de leur offrir un emploi, eh bien on n'aurait pas de déficit. Et donc on pourrait maintenir notre système. Et alors même qu'on considère qu'on a un système qui est potentiellement pas géré optimalement d'un point de vue des dépenses, quoi. Nos dépenses publiques sont 10% supérieures à la moyenne européenne. Ça représente 300 milliards par an. Donc si on travaille à une meilleure efficacité de la dépense publique, on peut, d'une façon encore une fois qui ne soit pas l'austérité, qui soit simplement la bonne gestion, faire atterrir et réduire notre déficit, protéger notre modèle et trouver des marges de manœuvre pour investir pour l'avenir. Donc il y a un chemin qui n'est pas un chemin d'austérité ou de réduction des avantages sociaux. C'est un chemin de bonne gestion, c'est un chemin d'effort partagé, parce que quand même, on ne va pas s'en sortir sans effort. Mais ces efforts sont à portée de main et qui nous permet de retrouver un chemin qui fait de la France un pays où il fait bon vivre, mais où, encore une fois, on protège notre système qui, aujourd'hui, est menacé si on le laisse dériver comme il dérive en ce moment. Juste avant de se quitter, j'ai 3 questions un peu finales pour tous les invités des financiers. Les 2 premières, c'est quel est l'actif que vous pensez être le plus sous-évalué ? La catégorie d'actifs, le domaine dans lequel on n'investit pas du tout assez par rapport à la valeur que ça a selon vous ? La recherche, l'université. Alors vous allez me dire que ce n'est pas un actif. Non, mais si on se met au plan national, il faut qu'on investisse plus dans l'enseignement supérieur, dans la recherche, dans la préparation de l'avenir. C'est ça qui va produire le plus de richesse à l'avenir. Super intéressant. Et à l'inverse, quel est l'actif le plus surestimé ? Catégorie d'actifs le plus surestimé ? Peut-être le Bitcoin. On aura ce désaccord. J'ai un petit doute sur la valorisation des grandes entreprises de la tech. On parle souvent de Nvidia, de toutes ces entreprises. On a l'impression que les marchés financiers sont peut-être un peu hauts, mais de toute façon, les marchés financiers, c'est cyclique. Et ça, c'est la vie économique. Et la dernière question, si jamais tout ce que vous aviez dit, pensé, écrit, publié, devenait à disparaître et qu'il vous restait 60 secondes pour exprimer ce que vous aimeriez expliquer au monde, aux gens qui nous écoutent, ce serait quoi l'idée que vous aimeriez que les gens retiennent ?
Le plus important, c'est les personnes. Et le levier d'efficacité et de richesse, c'est la façon dont les personnes travaillent ensemble et interagissent ensemble. Et quand on a une équipe qui fonctionne de façon harmonieuse, rien n'est impossible. Merci beaucoup Eric Lombard. Merci à vous. J'espère que cette interview t'a plu. Comme je te l'ai déjà dit, on est en train de lancer cette chaîne Les Financiers. Le plus précieux pour nous, c'est d'avoir ton soutien. Alors je compte sur toi pour t'abonner et partager la chaîne au maximum de tes proches qui apprécient ces sujets. On se retrouve dès mardi pour l'émission d'actu.